J'ai découvert que ton premier métier c'était le cinéma. Hmm. Notamment acteur dans un ancien Euh, OSS 117. Non, j'ai d'abord... Non, alors, ma C'était vie, il y a longtemps, ma je vie est sais. compliquée, mais c'est l'époque où je vivais dans la rue, j'avais 17 ans, et j'étais très heureux, hein, j'étais... voilà, et je rêvais de faire du cinéma, mais le cinéma, tu sais, acteur, et je traînais vers le studio de Boulogne, qui est à côté, là, Mhm. et on allait voir les tournages, et puis un jour, j'ai commencé à balayer, j'ai amené des sandwichs, j'ai commencé à être payé un petit peu, j'ai été assistant d'un mec qui s'appelait Baratier, qui a fait Dragé au poivre, tu vois, qui était de cette époque-là, le dernier assistant. Voilà, j'ai amené les cafés, on parlait. Et puis un jour, j'ai fait un test pour un film qui s'appelait 10 mois qui tuaient d'Étienne Perrier. Et j'ai été pris, et, un peu parce que je connaissais tout le monde. Hein. Et j'ai parti à Saint-Tropez. Voilà. Et je me suis retrouvé à 18 ans faisant un grand film avec Michel Morgan, Paul Hubschmidt. Et c'est drôle parce que Boranger était figurant, figure-toi. Richard Boranger était figurant à cette époque-là, Incroyable. ouais. Et, euh, et moi, j'avais loué une bagnole américaine avec un chauffeur. Et j'ai dépensé en un mois ce que j'avais gagné, soit ce qu'avait gagné mon père pendant un an. Voilà, donc. Et mon père, ça lui a fait un peu la gueule. J'ai signé, en plus, j'avais pas 18 ans, donc je ne pouvais pas tourner, donc j'avais imité la signature de mon père. Et j'ai fait le film, qui n'était pas un très bon film. Après, j'ai continué à faire un peu j'ai failli faire le Grand Mône avec Dalby Coco. J'ai fait quelques thèses, j'ai fait des cours de théâtre, mais ça m'emmerdait tout ça. Donc voilà, je suis parti m'occuper. Je suis tombé amoureux de la mère de mon meilleur ami. Je suis parti dans l'Allier. Et là, mes amis, la même équipe que j'avais rencontrée, ont tourné au SS 117 sur place, dont j'ai participé. Mais là, c'est un peu différent parce que j'étais chez moi sur place. Voilà, mais ma carrière d'acteur n'est pas une carrière d'acteur qui restera dans les Oui, annales. c'est pas le principal. Euh, Quel cinéphile es-tu? Qu'est-ce que Euh, tu regardes? Est-ce que tu as alors, l'occasion encore de voir des choses? Qu'est-ce que tu alors aimes? tu vois, alors comme j'ai été nominé au César, je reçois la caisse des Césars tous les ans, Hmm. et j'écoute beaucoup le Masque et la Plume sur les films. Et d'ailleurs, assez étonnamment, souvent je commande des films qu'ils recommandent et qui ne m'intéressent pas du tout, comme quoi j'ai pas du tout la même opinion qu'eux. Mais j'aime bien entendre parler de cinéma et toutes les critiques, ça m'intéresse, que c'est cette façon intelligente de parler des films. Qu'est-ce que je regarde Là, j'ai envie, par exemple, d'aller voir Dune et OSS 117, donc tu vois, c'est très, très basique. Euh, Là, j'ai vu La Panthère des Neiges, que je trouve un film extraordinaire qui va sortir bientôt, Hmm. film tu vois, avec Sylvain Tesson qui va sortir. J'ai vu Bigger Than Us, que j'ai vu à Cannes dans l'espèce de la série des films pour le climat. J'ai vu le film d'Animal de Cyril Dion, qui est vachement Ouais. bien. Euh, Enfin, quand tout le cinéma m'intéresse, mais moi, alors je dois reconnaître que j'habite la campagne. J'ai une salle de cinéma de projection avec un projecteur chez moi, avec une pièce spéciale pour ça. Donc j'adore regarder des films là-bas. Et je suis désolé parce qu'il y a beaucoup de films maintenant, les DVD, ça se fait plus, quoi. Les gens regardent ça en numérique. Et moi, j'adore avoir un Blu-ray, tu vois, c'est un peu comme l'avoir dans la main. J'aime Ouais, bien avoir le ouais, ouais. matériel. J'ai une grosse collection de DVD. Quels sont les documentaristes qui t'inspirent? Oh, j'ai une passion pour Herzog, voilà, qui est peut-être un des plus grands. Euh, les films de Perrin, peut-être pas le dernier, mais ont été souvent des très très bons films. Voilà, ben, tous les films que je viens de te citer tout à l'heure. Et il y a un film qui va sortir, que je te recommande, qui s'appelle Quand on sait, qui est sorti il n'y a pas longtemps, d'Emmanuel Caplin. C'est encore des films sur le changement climatique, c'est un film sur une réflexion. Quand on sait vraiment, on n'est plus le même. Et il fait un film là-dessus, et c'est un grand film. Voilà. Ok. Très perso. Et il y a une vraie référence cinématographique dans Legacy. À un moment donné, tu cites Mad Max Oui, parce de que Miller. d'abord, ah non, alors, j'ai dit une connerie tout à l'heure. J'ai quand même oublié de te dire quand même que pour moi, mon idole, c'est Terrence Malick. Terrence Malick, pour moi, est l'exemple, tu vois. Et d'ailleurs, quand j'avais vu son film, quand j'ai fait Human, c'est vraiment le film qu'il a fait, tu vois, sur la création, qui m'a donné envie, qui a eu le prix à Cannes, qui m'a donné envie de faire ce film. Et son dernier film, là, Une vie cachée, est formidable.
ce film, toi, noir et blanc, très très lent, sûrement trop long, mais pour moi, c'est vraiment, vraiment quelqu'un qui est... il est un peu au-dessus des autres, quoi. Terrence Malick, voilà, il n'y a pas beaucoup d'idées comme ça. Mais du coup, Mad Max, moi, ce qui m'a parlé, c'était ce plan incroyable d'une vraie ville de maintenant qui ressemble au film de George Miller parce que la température a explosé, parce que les vents de sable et compagnie. Est-ce qu'il y a une possibilité malheureuse pour qu'on aille vers un futur à la Mad Tu Max? sais, on va vers un monde inconnu, hein. Personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Mais on dit en tout cas que en 2070, il y a eu une dépêche des Nations Unies il n'y a pas très longtemps qui estime que si on continue comme ça, on arrivera à 4 degrés à la fin du siècle. 4 degrés à la fin du siècle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup d'humains qui vivent sur la Terre à la fin du siècle. C'est pas si loin que ça, 80 ans, hein, tu vois. Et aujourd'hui, personne ne sait vraiment où on va. On estime que toutes les régions subtropicales seront tellement humides, parce que plus il fait chaud, plus il y a de l'eau dans l'atmosphère. Et en fin de compte, ce qui fait que l'homme peut supporter la chaleur, c'est qu'il peut suer. Si tu peux plus suer, c'est trop humide, eh ben, tu peux pas. Donc des gens partiront, iront ailleurs, donc il y aura une crise migratoire. De toute façon, on voit bien aujourd'hui avec la pandémie, il y a plein de choses qu'on n'avait pas prévues qui arrivent, quoi. Et il y en aura sûrement d'autres. Voilà. C'est pas un film. Et c'est un film que j'ai eu beaucoup de mal à faire. Legacy, c'est un film qui est. Euh, D'abord, on a envoyé des dronistes, c'est-à-dire qu'on n'a pas nous-mêmes tourné. Il y a beaucoup de plans comme je sais pas, les usines de cochons en Chine ou le gaz de schiste. On a fait demander des images à des dronistes locaux et on a utilisé beaucoup d'archives. Oui, parce Voilà, qu'il y avait eu pour Rome, il y avait eu ouais, même beaucoup pour d'heures. Rome, pour Terra, pour des films que j'ai fait depuis. J'ai fait quand même pas mal de films. Oui. Que ce soit l'Algérie vue du ciel, où on a des images de partout. Et puis, c'est aussi un film euh, difficile à faire, parce que tu as du mal à parler de fin du monde, toi. Tu as du mal à parler de tout ça. Donc voilà, comment est-ce qu'on arrive à sortir un peu de cette spirale catastrophique en gardant un peu de... Et je pense que plus ça va mal, plus il faut y aller, quoi. Donc, plus ça va mal, plus il faut de l'action, voilà. Ouais, et Legacy, moi, ce qui m'a frappé, c'est que je trouve que le film, en tout cas dans sa première partie, quand il raconte l'histoire de l'homme, Hmm. il est très beau et très On a optimiste. travaillé avec Franck Courchamp, hein, j'ai oublié de le dire, mais Oui. Franck a amené énormément au film. C'est un scientifique qui parle très bien de la biodiversité. Il y a vraiment de très belles images, et du coup, c'était important de montrer la beauté du monde aux gens pour leur rappeler que c'est ça qu'on possède et qu'il faut faire attention. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Oui, bien C'est sûr. plus compliqué que ça, c'est qu'aujourd'hui... Mais par rapport au non, propos du film, je veux dire. non, mais dans ce film, on parle de ta vie, hein. On parle pas des autres, hein. On parle de toi, de ta famille et des gens que tu aimes. Voilà, c'est donc quelque chose de plus profond simplement que de parler d'un monde qui est pour les autres, tu vois. Et moi, je pensais pas que le changement climatique se déroulerait sous mes yeux en ce moment. Quand tu vois là, cette ville au Canada qui a tellement fait chaud que la ville brûlait toute seule cet été, Incroyable. quand tu vois la fonte des glaces qui fondent à une vitesse que même les scientifiques n'avaient pas prévu, ça, on dit toujours qu'ils exagèrent, mais là au contraire, quand tu vois les incendies, les cyclones qu'il y a eu en Belgique, excuse-moi, en Belgique, dans la vallée de l'Aurora, tout ça, on voit bien qu'aujourd'hui il se passe quelque chose. Voilà, donc je pense que je ne ferai plus jamais de film comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, je ne ferai plus de film sur le changement climatique. On a tout dit, quoi. Ça va, c'est bon. Tout le monde le sait. Voilà. Là, en ce moment, on est en train de faire un film sur les réfugiés. Je peux parler des films qu'on fait en ce moment ou Bien sûr. voilà. On fait un film sur les réfugiés. Après Woman et Human, on fait un film, c'est le troisième volet. On fait un film sur la biodiversité en ce moment pour France 2, qui n'est pas un film cinéma mais un film télé, où on a demandé à tous les gens qui tournent en France de nous envoyer des images. Et on a reçu 350 heures d'images dingues. Il y a encore des gens qui tournent pour nous.
Là, j'ai les dronistes qui tournent en ce moment en France, c'est le beau moment des couleurs. Ça, c'est un film qu'on fait sur tout ce qui est vivant autour de nous, tout cette vie incroyable. Et du coup, les gens ont filmé quoi? La nature chez eux, Non, c'est des leur gens qui. jardin, C'est leur quotidien. c'est des gens, c'est des passionnés de photographie animalière, et c'est des D'accord. mecs depuis 20 ans qui filment les martinets. L'autre, c'est les taupes, l'autre, c'est les renards, les blaireaux, l'autre, c'est les cerfs et les biches. Ah, c'est Donc, génial. voilà, donc on a fait un film, un film, tu vois, collectif avec tous ces passionnés. On fait même un making-of de tout ça. Et puis, on fait un film qui s'appelle France, une histoire d'amour, qui a été commencé avant le Covid, qui a été bloqué par le Covid avec les masques, et on va recommencer en mars s'il n'y a plus de masques, que sinon c'est compliqué. C'est un peu un road movie de moi qui vais à travers la France, je monte un studio photo et je parle aux Français. On a monté un projet là dernièrement, je ne sais pas si tu as vu ça, avec les facteurs. Ouais, j'ai J'ai entendu, demandé ouais. à tous les facteurs de France de photographier les Français avec qui ils voient. Et on a reçu 25 000 photos géniales c'est de la France qu'on aime, une espèce de France rurale, qui est une France peut-être, c'est pas même s'il y a quelques villes, mais cette France qu'on aime, quoi. La France, on a un peu la nostalgie. Bon, moi, j'aime la campagne, j'aime la nature. Puis à la campagne, les gens souvent, il y a un côté entraide, il y a un côté ravi de voir le facteur, et c'est aussi un métier. Ce film aussi sur le plaisir de faire un travail utile aux autres. Voilà, tu vois, ça c'est important. Ouais, bien sûr. Et c'est bien parce que tout ça, ça donne envie d'être optimiste en fait. L'entraide des gens, les gens qui filment leur nature chez eux, ça, moi je Et- trouve ça optimiste. Et mais je me demandais, ouais. est-ce que toi tu es toujours optimiste? Mais moi, plus ça va mal, plus j'ai envie de me battre. Alors disons que je suis un optimiste très inquiet. Mais tu sais, je pense que tant qu'on est en vie, on est optimiste. Voilà, tant qu'on est en vie, parce que la vie, c'est comme un truc. Je me souviens dans Human, on a fini par un gars qui disait, mes derniers mots, j'aimerais que ça soit merci à la vie. Ben voilà, c'est ça. Moi, je suis épaté par l'intelligence de la vie. J'adore ce que je fais, j'adore mon métier. Alors si tu veux, ça me permet aussi de relativiser tout ça. Euh, tout ce travail donne un peu du sens à ma vie, quoi. Et qu'est-ce qui est le plus important de donner du sens à sa vie aujourd'hui, dans ce monde compliqué et difficile? Tu as intérêt voilà, à quoi tu sers, quoi, quelque part. Et est-ce que même si tu sers à rien, mais au moins est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais, quoi. Et moi, je le suis profondément, même si je dors pas souvent la nuit parce que j'ai un peu de stress, mais c'est moi qui ai choisi, voilà. C'est personne qui me l'impose. Les gens qui lisent mon site web, ils ont 30 ans, ils sont plutôt à gauche, ils ont une petite conscience écologique qui commence à se faire. Qu'est-ce que eux ils peuvent faire au quotidien pour améliorer les choses? Pour qu'on soit de gauche ou de droite, je trouve que l'écologie, elle est pas politique. Je pense que le respect de la vie, c'est c'est plus important. Je pense que, d'abord, on a tellement donné de conseils. Alors, les choses les plus faciles. Alors, je vais donner je dis que j'allais pas donner de conseils, mais je vais quand même en donner. Il y a deux choses hyper faciles à faire. C'est d'arrêter de consommer la viande industrielle. La viande industrielle est en train de détruire la planète. Le poids. L'autre jour, on est en train de faire un film sur les 150 de la Convention citoyenne. Tu vois, c'est 150 Français choisis par hasard et qui, en 7 week-ends, sont devenus encore plus radicaux que moi je le suis. Donc, quelque part, ça nous intéressait comment sur le collectif de ça a fait avancer les choses. Et c'est assez impressionnant. Et il y a un gars qui qui a changé, après la Convention, il a changé de job. Il calcule le carbone dans les objets du quotidien. Voilà. Et il m'expliquait la pizzarenne. La pizzarenne, toi, il pensait que le poids du carbone dans le carton, pas du tout, c'est dans le petit morceau de jambon qui est dedans. Le poids du jambon, c'est 50% des gaz à effet de serre de la pizza. Donc arrêter la viande industrielle, c'est super bon pour la planète, c'est bon pour ton karma parce qu'il n'y a pas de souffrance animale. Donc voilà, il faut essayer de réfléchir. On ne peut pas arrêter la viande. Hein. Si tu connais des paysans qui font bien leur travail, les animaux sont tués correctement, c'est normal. Mais vraiment, la viande industrielle, l'industrie est en train de détruire ce espèce de pacte éternel qu'il y a entre l'élevage et la nature. Voilà, l'industrie est en train de détruire ça. Et puis aussi, il faut manger bio. Parce que le bio, alors c'est pas, on peut toujours discuter si vraiment du bio, si bio fait en France et tout. N'empêche qu'on a perdu 80% des insectes volants en France.
Avec ça, on appelle 30 à 40% des oiseaux, parce que pas d'oiseaux, pas d'insectes. Et je pense que en ce moment, on le sent, il y a une recrudescence de tiques, il y a des choses qui arrivent qui n'étaient pas, qui sont pas normales, parce là, on est en train de casser une espèce d'échelle avec des produits de synthèse qui sont là pour tuer les pesticides, qui tuent beaucoup, qui sont là pour tuer les insectes ravageurs, mais qui tuent tout ce qu'il y a autour. Voilà, donc on ne peut pas sélectionner, ça on va le tuer et pas le tuer. Donc il faut absolument essayer de manger bio et surtout être capable de payer le vrai prix aux agriculteurs. Il ne faut pas se dire, oui, c'est un peu plus cher, mais oui, il y a plus de travail, c'est normal. Et si on a la chance d'habiter à la campagne, on va devoir l'acheter directement chez le producteur. Maintenant, à Paris, c'est un peu plus compliqué. J'ai une dernière question. Le film se termine sur toi et sur des regrets, j'ai l'impression. Est-ce que tu as eu des regrets et est-ce que tu as des rêves? Non, mais j'ai des regrets. C'est pas vraiment des regrets, mais moi j'ai énormément pris l'hélicoptère, énormément pris l'avion à l'époque où on ne le savait pas. On ne savait pas. Après, à partir de 2005, on l'a su, on a compensé le carbone. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la petite Greta m'a fait vraiment changer d'avis et m'a fait comprendre que je devais absolument arrêter de prendre l'avion. Mais j'ai tellement pris l'avion que j'ai vraiment aucun. Voilà, j'ai honte de dire ça. Si vous avez envie de partir en vacances, faites-le. Ça va surtout pas. Mais ce qu'il faut arrêter, c'est partir un week-end au Maroc, tu vois, un truc comme ça. Aujourd'hui, l'avion, c'est très, 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 Ouais, très. être raisonné dans Voilà, de déplacements. prendre de prendre l'avion que quand c'est indispensable et voilà, et le prendre d'une façon raisonnable. Mes rêves, tu sais, je vais finir avec ça. Je le dis souvent, mais quand j'ai fait Human, on pose à tout le monde les mêmes questions sur le sens de la vie. Et on avait interrogé à Madagascar une dame. C'est un peu ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance, les gens qui ne vendent rien, qui travaillent la terre tous les jours comme un sacrifice quotidien pour nourrir leur famille, qui sont très très proches de la nature, qui connaissent tellement de choses que toi tu ne connais pas. Non. Et, et c'est des gens qui ont beaucoup d'enfants, parce qu'ils ont besoin d'avoir des bras pour travailler. C'est des gens qui ont peur d'être malades. Quand s'ils sont malades, ils ne peuvent pas nourrir leur famille. Et je lui ai posé la question, quel est votre plus grand rêve? Alors, elle avait eu 16 enfants, cette dame, t'imagines, dont 6 étaient morts. Et elle me parle un peu de la mort de ses enfants. La mort fait partie du quotidien, là. Donc la mort est beaucoup plus inscrite dans la vie que chez nous. On a très peur de ça, c'est caché, tu vois. Et on ne veut pas y penser surtout. Et elle me dit un truc dont je pense tous les jours. Elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit, j'aimerais mourir avec le sourire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va tous mourir un jour. C'est inscrit, hein, on ne peut pas lutter contre ça. Et mourir avec le sourire, ça veut dire on aura fait la vie qu'on avait envie d'avoir. Et c'est tellement compliqué ça, toi, de donner du sens à ta vie, de savoir que tu as été utile, que tu as pu aider les gens, que tu as fait ce que tu avais envie, quoi. Et, et de sortir cette banalité du mal dans laquelle on vit au quotidien et d'aller vers le bien. Voilà, donc mon plus grand rêve peut-être, ce serait moi aussi de réussir, je ne sais pas si j'y arriverai parce que c'est peut-être un rêve impossible, de mourir avec le sourire, d'accepter sa mort et d'accepter la vie qu'on a eue, avec ses erreurs.